APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour, bienvenue à tous à l'émission ACV et Supply Chain. L'analyse du cycle de vie ou empreinte environnementale, c'est une démarche de plus en plus répandue. Mais est-ce que nous en connaissons vraiment les hypothèses fondatrices? Est-ce que nous savons comment déployer la démarche et ses différentes utilisations et ses objectifs? Pour ouvrir la boîte noire de l'ACV, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphane Morel, consultant senior chez Cantis et expert des analyses de cycle de vie et des démarches d'éco-conception en entreprise. Bonjour Stéphane. Bonjour Valentina. Je ne vais pas vous voyer, je ne vais pas te tutoyer, on se connaît trop bien. Donc merci, bienvenue d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Aujourd'hui, tu as un public plutôt supply chain, donc peut-être pas tout le monde te connaît. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour l'invitation Valentina. Alors pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Stéphane Morel. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie automobile où j'ai eu l'occasion de développer toutes ces pratiques justement autour du cycle de vie et de l'analyse du cycle de vie. Notamment chez Renault, c'est ça? Notamment chez Renault, tout à fait. On a fait d'énormes choses. Et aujourd'hui, j'ai rejoint Cantis pour transférer cette expérience, ce savoir au maximum d'entreprises qui ont envie d'avancer. Alors, aujourd'hui, on va parler d'ACV. Déjà, pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui est vraiment en haut de l'agenda de la plupart des entreprises? Comment tu analyses plus globalement le contexte dans lequel on essaie de déployer ces démarches? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Terre, finalement, on l'a vu depuis l'espace en 1969 et du coup, on a vu que c'était un vaisseau spatial, que c'était fini. Et ce n'était pas infini comme on le croyait pendant très longtemps. Et à partir de là, Buckminster Fuller nous a dit que c'était un vaisseau spatial, ok, mais en plus, nous n'avions pas le mode d'emploi. Et il a fallu attendre 40 ans et à l'apparition du concept de limite planétaire pour se rendre compte que finalement, on avait un mode d'emploi, on avait des indicateurs et que beaucoup de ces indicateurs sont déjà dépassés en fait. Donc on doit agir et c'est urgent d'agir maintenant et c'est pour ça que ces outils de mesure, nous en avons vraiment besoin. Et les entreprises ont besoin de science, de robustesse et donc se tournent aujourd'hui vers les outils d'analyse du cycle de vie. Super, donc grâce à cette métaphore de la Terre comme un vaisseau spatial, tu nous dis qu'en fait c'est un des outils possibles, l'ACV, pour pouvoir piloter ce vaisseau spatial. C'est un peu ça l'idée. Complètement. Alors on se rend compte aujourd'hui que le vaisseau spatial n'est pas en bon état. Finalement, sur les 11 indicateurs proposés... La clim est déréglée. Exactement, il y a un gros problème sur la climatisation. On a déjà dépassé les limites du raisonnable. Et pareil, sur la biodiversité, c'est compliqué. Et sur l'ensemble des indicateurs, il y en a même qu'on ne sait même pas encore mesurer, en fait, que nous avons identifiés, mais pas mesurés. Ok, donc il faut bouger. Très bien. Et donc, le premier message que je retiens, c'est de dire que l'ACV, c'est avant tout un instrument de mesure. Mais il y a des hypothèses fondatrices là derrière. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu quels sont les principes fondateurs de cet instrument de mesure qui est l'ACV? Oui, volontiers. Alors, ce qui va être important avec l'analyse cycle de vie, c'est que nous allons regarder des produits ou des services rendus, mais sur justement l'ensemble de ce qu'on appelle leur cycle de vie. Donc, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de leur recyclage, en passant par la production, l'usage, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie complet. Donc, on a une vision vraiment globale de bout en bout. C'est la première chose qui est importante avec l'analyse cycle de vie. La deuxième chose qui est importante, comme on disait, la planète, il y a différents indicateurs, différents écosystèmes. Donc, il faut différentes mesures également. Donc, dans l'analyse du cycle de vie, on va trouver cette notion de multi-impact et multi-enjeu. Même si souvent, quand on parle d'ACV, on traduit un CO2. Oui, alors tout à fait, Valentina. Alors, il arrive souvent, on appelle ça en fait des empreintes carbone dans ce cas-là. On regarde que l'indicateur sur le changement climatique. Mais une vraie analyse cycle de vie doit être justement multi-indicateur parce que cet aspect multi-étape du cycle de vie et multi-enjeu permet d'identifier quelque chose de super important qui sont tous les transferts qu'on peut avoir quand on met en place une nouvelle solution entre un impact ou un autre ou une étape du cycle de vie ou une autre. Je te donne un exemple du coup, que je connais très bien, la voiture électrique. Oui. C'est un formidable levier pour réduire les émissions de carbone. Mais quand on fabrique une voiture électrique, il faut ajouter une batterie et c'est conséquent dans la production de la voiture et ça se voit comme le montre un rapport de la Commission européenne assez récent de 2020. Donc il faut identifier ça. Au final, on voit que c'est un progrès et c'est très bien, mais du coup, il faut être capable de bien identifier ce qui se passe, les différents transferts entre les enjeux. Donc le CO2 s'améliore, mais peut-être en termes d'extraction de matières, notamment des matières critiques, c'est plus discutable l'impact positif de la voiture électrique. C'est comme ça que tu... Alors tout à fait, ça permettra de mettre en évidence tous ces sujets-là.
tout à fait. Donc là, on comprend qu'un instrument de mesure multidimensionnel avec plusieurs indicateurs qu'il faut composer. Mais passons à l'opérationnel. Comment on met en place cette démarche? Quels sont les bons réflexes à avoir pour que la démarche soit robuste, cohérente et efficace? Oui, alors c'est super important. Et il y a un point dans la norme, parce que c'est un outil qui est normé, qui précise que cette démarche, elle doit être suivie selon la norme et en plus vérifiée pour assurer la transparence et la crédibilité de ce qui va en sortir à la fin. C'est vraiment très important. Et les grandes étapes, en fait, vont être d'abord de bien définir le sujet que nous voulons étudier, en particulier au travers de ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, et qui va décrire le service rendu par ce que nous voulons étudier. Si on veut comparer de l'éclairage, il faut bien comparer l'éclairage rendu et pas juste une lampe avec une autre lampe. Typiquement, si on prend également un champ, il y a beaucoup de cultures possibles dans les champs. Et une culture pour l'alimentation ne peut pas être comparée avec une culture pour du carburant. À ce moment-là, il faudra comparer avec des éoliennes ou un champ qui a même lui-même des éoliennes dessus. Du coup, quelle est sa fonctionnalité de produire de la nourriture ou de l'énergie ou les deux? Et si on compare, il faut comparer à ce moment-là aux deux. Donc il faut comparer des pommes avec des pommes, mais pas les comparer à des oranges. Voilà, il faut vraiment comparer des pommes avec des pommes et prendre le temps de se poser et se dire qu'est-ce que je veux comparer. Et souvent on a tendance à aller trop vite et dire j'ai deux objets, je compare mes deux objets, mais non, il faut bien regarder le service rendu par chacun des objets. Et donc quand tu dis il faut choisir l'unité fonctionnelle et bien la délimiter, en fait il faut vraiment partir des usages du service rendu. C'est ça la façon pour pouvoir identifier des périmètres comparables. Complètement. Voilà. Et après, de les décrire avec des données quantitatives. Quand on parle d'une voiture, il faut savoir combien de kilomètres, combien d'années de vie, etc. Oui, donc il faut avoir après les unités de mesure qui vont avec. Oui, tout à fait. Est-ce toujours facile d'identifier ces unités fonctionnelles comparables et homogènes? Alors non, c'est pas toujours facile du tout. Si on compare de la mobilité justement entre un train et une voiture, on fait des choses complètement différentes. Donc est-ce que vraiment c'est comparable? Il faut voir la question qu'on pose et à laquelle on veut répondre. Et on peut utiliser la CV justement après avec différents usages qu'on verra, plus ou moins stratégiques, et du coup les questions sont plus ou moins différentes, et du coup les services rendus sont plus ou moins différents. Une fois qu'on a vu ce service rendu, on va pouvoir passer dans une autre étape qui est assez longue, et là où la supply chain est primordiale, c'est tout ce qui est la collecte de données. Comme je le disais, les cycles de vie, c'est toutes les étapes de la vie du produit, et donc il faut regarder ce qui se passe avant, dès l'extraction minière, les transports, les transformations des matériaux, la production des produits. Et puis après, l'usage, sa collecte, son recyclage, tout ça. Donc ça implique finalement cette ouverture, et c'est une force extraordinaire de cet outil, de pouvoir transformer les supply chains parce que ça les emmène dans ce partage, dans ce dialogue, pour collecter ensemble les informations et après partager les résultats. Tu dis la supply chain est très importante, j'en conviens. Ceci dit, on sait que nos supply chains ne sont pas toujours stables. Donc on s'approvisionne, on change de fournisseur et tout ça. Donc ça veut dire qu'une ACV finalement est assez caduque. Alors, ça va dépendre de la question que l'on veut traiter. Bien évidemment, en général, on va plutôt utiliser des données qui sont moyennées sur une industrie, mais on peut aussi aller collecter des données spécifiques à des industries et modéliser du spécifique pour une industrie. On le fait de plus en plus justement pour des clients qui veulent vraiment connaître leur impact de leurs produits avec leur supply chain. Après, tu as raison, les supply chains sont mouvantes. Après, il faut voir l'incertitude qu'on a autour de ça. Ce n'est pas la peine non plus de rentrer dans des démarches de collecte de données hyper compliquées qui prennent énormément de temps pour finalement avoir une variation sur quelque chose qui pèse pas lourd dans l'impact. Donc, il faut toujours d'abord faire l'impact global, voir où sont les grands enjeux. Et sur les grands enjeux, on va aller là creuser plus spécifiquement sur la supply chain. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre précision et pragmatisme, et il vaut mieux plutôt d'avoir une bonne vision d'ensemble des impacts et des impacts prioritaires plutôt que d'aller pinailler pour trouver le chiffre exact. Oui, complètement. Très consommateur de temps. Oui, ce qu'on veut, c'est progresser à la fin. Et aujourd'hui, en fait, on ne connaît pas où est le problème. Donc, la mesure avec la CV, ça permet d'identifier où sont les vrais problèmes et après de les traiter. Donc ça, c'est pour l'opérationnel. Maintenant, la CV peut être utilisée pour des finalités différentes. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert faire une ACV et quels sont les objectifs qu'on peut attendre avec ce type d'analyse? Oui. Alors, pour parler de ça, je vais rester dans le contexte de l'entreprise et de la supply chain. Pour une entreprise, c'est très utile de faire une ACV en amont de la production, dans le design process, en amont, et en aval pour la communication. Donc, en amont, pourquoi? Parce que quand on va se lancer dans une nouvelle innovation, on va vouloir s'assurer qu'elle va dans le bon sens vis-à-vis de l'environnement. Donc l'ACV va être une sorte de guide pour nous dire on est bon, on n'est pas bon, ou également on est bon mais il y a peut-être un transfert quelque part. Donc c'est pour évaluer une innovation.
Voilà, on va pouvoir évaluer l'innovation ou même un nouveau business que l'on voudrait lancer. Typiquement, on voit dans les cosmétiques aujourd'hui des nouveaux business de refill, de remplissage, d'emballage pour améliorer la durée de vie des emballages. Mais ça nécessite du coup d'autres choses, du transport, des questions sanitaires dans les magasins, etc. Donc il faut tout inclure. Et là, du coup, ça nous permet d'identifier si on est dans la bonne direction ou pas. Donc dès l'amont, donc c'est pas forcément précis, mais ça nous donne la direction, ça nous donne aussi des alertes s'il y a un transfert pour qu'on les traite dès le début en fait, et pas développer tout le système et à la fin se dire bah mince, j'avais pas vu, il y avait quelque chose à voir avant. On peut l'utiliser aussi pour comparer deux produits ou deux innovations possibles. Alors super important, et même surtout en fait, Valentine, tout à fait, on va l'utiliser pour comparer, parce que le chiffre en lui-même, c'est 32, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Alors par contre, voilà, on va toujours vouloir comparer, d'où la question de qu'est-ce qu'on compare tout à l'heure, comparer des pommes et des pommes, bien évidemment. Donc en termes d'innovation, tu as raison, la question est encore plus critique. Quand on va aller sur un nouveau business model, une nouvelle offre, des nouveaux produits, pouvoir les comparer avec des choses pertinentes, ça va être très important. Et après, tu disais, on peut l'utiliser plutôt pour des fins de communication. Est-ce que tu peux Tout à fait. développer un peu ça? Alors on va pouvoir l'utiliser après dans le développement de produits en suivant au fil du développement comment on évolue. Et après en communication. Et alors là, on va entrer dans une autre ACV. Autant je disais l'innovation, on va être peut-être un peu approximatif, on va attraper les grands axes et les choses importantes. Sur la communication, cette fois, on va au contraire être précis. On va être vérifié, on appelle ça une revue critique. Quand on a une cyclologie, on va demander à une... Qui va faire cette revue critique? Alors, c'est une bonne question. On va demander à une personne indépendante, à un expert indépendant, parfois même à un panel d'experts, donc 3 ou 5 personnes, de venir étudier, regarder le rapport, regarder tous les calculs et regarder surtout l'interprétation qui est faite des résultats et la communication qui va avec. Ça, c'est prévu par la norme. C'est tout à fait prévu par la norme. Donc, si vous voulez communiquer avec une analyse cycle de vie, il est important de passer par là. Et d'autant plus si vous voulez vous comparer à des concurrents ou d'autres produits concurrents. Alors parfois on n'imagine pas au premier abord quand je suis un producteur de pneus et que je fais un nouveau matériau qui peut rentrer dans du bâtiment, du coup je me retrouve en compétition avec des gens du bâtiment qui produisent ce matériau. Donc là du coup je suis en compétition, donc il faut absolument une revue critique très sérieuse pour pouvoir comparer les choses. Bon, ça, on a parlé beaucoup des ACV en relation à des produits, mais on peut faire aussi des ACV corporate, entreprises. Alors, on ne va pas les appeler forcément ACV, on va les appeler empreintes, du coup, environnementales des entreprises, Organizational Environmental Footprint en anglais. Et oui, alors ça n'est pas tout à fait la même démarche. Autant dans la partie analyse cycle de vie des produits, on va prendre le produit, on va regarder autour. Là, on va prendre l'entreprise cette fois, et on va regarder en une année quelles sont toutes les émissions de l'entreprise. Ces émissions directes, on va appeler ça le scope 1, ces achats d'énergie scope 2. Et puis toutes les autres émissions qui vont être du scope 3. Et souvent, le scope 3 est énorme comparé au scope 1 et scope 2. Et là, à nouveau, on va inclure finalement tous les achats d'entreprise en termes de matière, de logistique, de services aussi, les bureaux, les ordinateurs, les imprimantes. Et aussi inclure bien sûr l'usage du produit. Mais ces approches-là alimentent beaucoup aujourd'hui la communication des entreprises quand elles revendiquent une empreinte zéro ou une empreinte environnementale réduite. Alors complètement, voilà, quand une entreprise revendique du carbone neutral, net zéro, c'est sur cette base scientifique-là qui s'appuie. Et on va chercher à nouveau à être très scientifique, très robuste dans les datas et d'être vérifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de science-based target, justement, qui s'appuie plutôt aux entreprises cette fois. Quels sont aujourd'hui, parce qu'effectivement on voit qu'il y a tout un monde de l'ACV, quelles sont les évolutions aujourd'hui de ces démarches, de ces pratiques que tu peux esquisser? Alors la principale évolution, j'ai envie de dire, ça va être la réglementation. Aujourd'hui, tout se passe quand même sur une base qui est très volontaire. Quand on voit une marque de sport comme Decathlon qui publie des notes environnementales, ils le font volontairement. Mais au niveau français, au niveau européen, il y a eu de nombreuses démarches pour structurer tout cela. Et donc, de plus en plus, ça va devenir réglementaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement en termes de conséquences pour l'outil et l'instrument lui-même? La première chose, c'est que ça va devenir systématique. Et du moment que c'est systématique, il faut le faire sur tous les produits. Quand on change d'échelle, on n'est plus du tout dans je compare deux produits pour savoir si c'est bien. On est dans je le fais systématiquement pour tous mes produits. Et comme ça, par exemple, on voit une entreprise comme Schneider Electric qui a passé en revue tous ses produits et qui a plus de 2000 produits qui ont un bilan environnemental aujourd'hui. Oui, mais bon, après, Schneider Electric, c'est un peu un champion dans le domaine. C'est le champion. Ils sont considérés l'entreprise la plus durable et tout ça. Pour des entreprises, même taille moyenne, ça va être un effort énorme. Ça va être un effort énorme. De temps. Alors complètement. Et c'est pour ça qu'en particulier chez Cantus, on a aussi des équipes qui sont spécialisées dans le digital pour accompagner les entreprises là-dessus, pour leur donner les outils faciles à utiliser. Et l'autre aspect qu'on va avoir, c'est cette partie collaborative. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, au niveau supply chain, la CV nous ouvre la supply chain et nous engage à être collaboratifs. Et là, dans cette partie réglementation, il y aura une réglementation sur la production, donc qui va interdire les produits les plus mauvais, et une réglementation sur la communication qui va
obliger une communication fiable, transparente et robuste pour les clients, pour qu'ils puissent faire un choix à la fin. Et donc dans cette communication-là, il faut qu'elle soit guidée, qu'elle soit encadrée. Et on voit de plus en plus du coup de groupements autour des outils, autour des règles. Donc, par exemple, dans le domaine des cosmétiques, il y a Spice, c'est un regroupement d'entreprises qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble à un outil qui est utilisé dans tout le secteur. Oh, super. Et quand on dit ils se mettent d'accord pour utiliser un outil, c'est aussi partager la donnée pour avoir des moyennes sectorielles et tout ça. On va un peu aussi vers le partage et la normalisation de la donnée derrière. Alors, il y a en tout cas un partage des règles de calcul. Ça, c'est super important. Du coup, tout le monde est sur les mêmes bases. Et après, chaque entreprise peut calculer. Et dans le cas de Spice, chaque entreprise peut aussi demander à avoir, par exemple, des nouveaux matériaux ajoutés dans la base parce qu'ils en ont besoin pour faire leur calcul. Et l'intérêt de ces outils qu'on appelle le web-based, c'est qu'ils permettent de capitaliser, après, bien évidemment, de faire des statistiques, de pouvoir comparer les choses. Très bien. Passionnant, et il y aura beaucoup de travail encore à réaliser dans ce domaine. J'aimerais bien te poser ma question de la fin. Aurais-tu une métaphore, une image pour signifier un peu le rôle de l'ACV dans la transition écologique? Alors, une métaphore. Il y avait une première métaphore du coup, qui était sur la planète et les limites planétaires qui sont importantes sur notre tableau de pilotage. Donc maintenant qu'on connaît le tableau de pilotage, puisqu'on voit tous les voyants rouges, il faut qu'on agisse. Et donc pour agir, il nous faut une stratégie et il nous faut transformer l'entreprise. Donc pour le coup, l'analyse cycle de vie, je trouve que c'est une bonne boussole, si je devais donner une métaphore. Parce que c'est un instrument de transformation et la boussole va nous donner une orientation. Au premier abord, j'aurais pensé à un thermomètre parce que ça mesure, mais je trouve que la boussole est mieux parce que vraiment l'analyse cycle de vie va aller plus loin que mesurer. Aujourd'hui, elle va nous permettre de nous diriger dans la bonne direction et va nous permettre d'y aller ensemble. C'est-à-dire qu'il faut tous qu'on prenne la boussole et tous qu'on parte dans la même direction. Et c'est vraiment l'effort collectif qui permettra de nous aligner avec les accords de Paris à 1,5 degré. Merci beaucoup Stéphane, qui nous a aiguillés un peu à maîtriser ou à connaître cette boussole qui va nous accompagner vers nos efforts vers la transition écologique. Merci, à une prochaine. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.